comment, c'est vrai, et je l'ai dit à des gens et aux gens proches de Afi, je n'étais pas d'accord avec la démarche de Afi N'Guessan. C'est vrai, c'est humain qu'il ait pensé qu'il avait besoin de bâtir sa carrière politique à lui. Mais hey, quand on est en train de lutter avec des gens, que quelqu'un tombe au combat, même si on est en train on veut poursuivre son combat, son projet à soi, il y a une certaine façon de le faire. Que ce soit au FPI et que ce soit dans l'opinion, beaucoup ont vu dans l'acte d'Afi N'Guessan un acte de trahison, qui n'a pas eu suffisamment de compassion vis-à-vis de celui avec qui il a lutté et qui l'a fait Premier ministre et qui l'a fait président du parti. Donc quand on leur disait cela, ils étaient convaincus de la justesse de leur position. Maintenant, les événements font qu'aujourd'hui, Madame Gbagbo a été libérée et tous les prisonniers sont libérés et que Gbagbo lui-même pourrait être libéré. Donc dans ce décor-là, comment M. Afi N'Guessan négocie ce tournant et comment Mme Gbagbo négocie ce tournant? Dans le cas de Mme Gbagbo, je pense que l'on jugera de sa capacité à réconcilier la Côte d'Ivoire si elle ou son mari revient au pouvoir par la façon dont ils vont régler le problème de Afi N'Guessan. Donc voilà ma réponse à cette question. Alors docteur, nous allons avancer, nous allons parler un peu du procès du président Gbagbo. Mais avant qu'on ne parle du procès, un élément que j'ai oublié, c'est que dans l'acte du président Ouattara, c'est vrai qu'il y en a qui estimaient qu'il fallait prendre une amnistie. Bon, c'est vrai que c'est des choses techniques qui sont importantes, mais comme on connaît la guerre qu'il y a entre Alassane Ouattara et son poulain Soro Guillaume, qui veut lui succéder, qui estime qu'il a le droit, qu'il est le seul capable de succéder à M. Ouattara à cause de ce qu'il a fait dans la rébellion, tout cela, et naturellement sur la base des éléments que nous avons, dont on a parlé déjà, M. Ouattara ne veut pas de Soro Guillaume. À un moment donné, on avait vu que M. Soro avait commencé à se présenter en Côte d'Ivoire comme un apôtre de la réconciliation. On a dit, mais ça c'est quelle alchimie ça? Oui, je vais aller demander pardon à Bédier, je vais demander pardon à Ouattara, je vais demander à Gbagbo. Bon, or, pendant les 7 ans que Mme Gbagbo est restée en prison, je ne sais pas si Soro Guillaume a fait un jour un déplacement pour aller rencontrer Mme Gbagbo. Mme Gbagbo est sortie de prison, tout le monde bouge pour aller la voir, on n'a pas encore entendu que Soro Guillaume, qui voulait aller à La Haye pour rencontrer Gbagbo, a déjà fait quoi que ce soit pour rencontrer Mme Gbagbo. Quand je parlais de tests là, ça veut dire qu'on est dans un moment qui est tellement important, tellement critique, qu'à un moment donné, des gens étaient dans les petits calculs. Or, si on a un peu d'humilité et qu'on arrive à négocier ce tournant, on devrait comprendre qu'il y a un moment donné, il y a des déclarations qu'on ne devrait pas faire. Vous pensez que le président Ouattara a dribblé un peu tout le monde ici? Non, pas tout le monde. Pour parler un peu de football. Non, pas tout le monde, mais là, il a fait un move qui, à un moment donné, baisse un peu les prétentions de Soro Guillaume. Si Soro Guillaume est vraiment sérieux, je pense que la narrative de réconciliation qu'il est en train de prendre, et que nous avons trouvé comme une expression de malice de sa part, et qui n'est pas basée sur la sincérité, il y a certainement autre chose qu'il fera, parce que même si M. Ouattara ne veut pas d'une véritable réconciliation, Soro n'avait pas, il avait peut-être tenté d'emprunter ce discours, mais il n'avait pas la volonté de faire une véritable réconciliation. Donc s'il est effectivement véritablement sincère, comme je le disais, quand je dis que tous ces hommes politiques sont dans un moment de test, on veut voir comment Soro Guillaume va négocier ce tournant. S'il est effectivement sincère par rapport à la réconciliation, quels sont les actes qu'il va poser? C'est de ça que je suis en train de parler. Alors, je crois que c'est une question à laquelle nous allons répondre dans l'avenir. Bien sûr, on va encore sur ce plateau. On va observer. On va apporter des éléments de réponse. On va observer. Voilà, la prochaine question, c'est le procès du président Gbagbo qui aura lieu en octobre. Est-ce que vous voyez ici une certaine sincérité dans les actes de la CPI quant à ce procès et surtout, comme le disait tout à l'heure, quant à la libération pour le bien fondé, pour le bien devenir de la Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo? Oui, c'est-à-dire que c'est une question encore qui est en fait, je ne dirais pas plusieurs volets, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui transcende la question que tu poses. Quand le président Gbagbo a été arrêté le 11 avril, il y a que avec l'humiliation qu'il a connue, Simone Gbagbo et tout un certain nombre de personnes. Et que nous avons fait ce que nous on croyait être juste. Je me souviens d'une émission un jour à la Voix d'Amérique où on m'a demandé, mais tout le monde dit une chose, toi tu dis le contraire, tu as une voix solitaire. Et puis j'ai essayé de répondre,
d'une certaine façon. Et puis donc, il y avait un certain nombre de personnes qui pensaient que les Français sont tellement forts, ou bien les Blancs sont tellement puissants, et que Ouattara était tellement fort avec sa bande de microbes, et avec les dozos, et puis ces militaires de rebelles qui étaient maintenant dans les FRC et tout cela, qu'on ne pouvait rien faire contre M. Alassane Draman Ouattara. Et Yaoundé lui-même, quand il avait décidé d'aller faire la cérémonie d'inauguration avec Alassane Draman Ouattara, il justifiait cela par le fait que dans les années à venir, dans les 2 ou 3 prochaines années, on ne pouvait même plus parler du FPI parce que bon, c'était une bataille qui était perdue d'avance. Bon, or, de quoi il s'agit? Nous, on était convaincus que le régime de Ouattara, là, tôt ou tard, ça va finir. Oufo-Boigny a fait 33 ans, il est parti. Bédi est venu, il a fait 6 ans, il est parti. Gueye a fait moins d'1 an, il est parti. Gbagbo a fait 10 ans, alors que je sais que des personnes de Gbagbo voulaient que Gbagbo soit encore au pouvoir. Il peut revenir demain au pouvoir, mais après 10 ans, Gbagbo est parti. Donc, le régime de Ouattara, là, c'est-à-dire que c'était même assez loufoque de croire que Ouattara peut s'éterniser au pouvoir en Côte d'Ivoire. Premier élément. Deuxième élément, il y a une théorie que je développe souvent, dont je parle souvent, que j'appelle la théorie des facteurs historiques favorables. C'est-à-dire que des gens qui sont assoiffés de justice et de liberté mènent leur combat. Et à un moment donné, il y a des facteurs historiques qu'on ne contrôle pas, qui arrivent et qui vont faire que le combat pour la liberté s'accélère et on arrive à obtenir des victoires. La colonisation, là, quand les Occidentaux ont décidé de faire la colonisation dans leur tête, selon certains ouvrages que nous avons lus, l'année où ils allaient mettre fin à la colonisation, c'était autour de l'année 1990, quand Mandela a été libéré. Mais le Ghana est devenu indépendant en 1957. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest sont devenus indépendants en 1960. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pendant que les gens étaient en train d'exploiter les ressources de l'Afrique, et qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la montée du fascisme, et Hitler qui voulait se venger, qui voulait promouvoir son utopie de gouverner l'Europe et le monde entier, soutenu en cela par Mussolini, avec ce qui s'est passé avec Franco en Espagne, et après la militarisation du Japon. Donc, ces fascistes-là ont entraîné le monde au bord d'un cataclysme. Dans ce contexte-là, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui sont sortis victorieux, l'Angleterre et la France, étaient tellement dévastés qu'à un moment donné, l'Angleterre ne pouvait plus continuer son projet impérial en Asie. Et puis en même temps, ne pouvait plus continuer ce même projet. C'est ainsi qu'en 1947, l'Inde devient indépendante, le Pakistan devient indépendant, même s'il y a eu un peu plus d'1 million de morts. 4 ans plus tard, il y a eu une élection au Ghana. Nkrumah devient Premier ministre, enfin chef du Head of the Government Business. Quand il était en prison, il a gagné l'élection. Donc Nkrumah sort de prison et devient donc le leader du gouvernement de transition. C'est comme ça que l'Afrique allait connaître sa décolonisation, du moins l'Afrique au sud du Sahara. Donc quand on connaît, et il y en a tellement, quand on connaît ces éléments-là, on n'est pas surpris qu'aujourd'hui, entre-temps, Sarkozy est parti. Macron est certainement le président d'une France néocolonialiste, mais il y a quand même une différence de style entre Macron et puis Sarkozy. Comme il y a une différence de style entre François Hollande et puis Sarkozy, comme hier, il y avait une différence de style entre Ngoulvan, entre Péchou et Latry. Donc c'est ce que nous devons savoir. Donc j'avais déjà pour terminer. Donc nous, en prenant en compte tous ces éléments, on a su qu'il était possible de mener le combat, non pas au nom du tribalisme, mais au nom d'une véritable justice, pour que Simone Gbagbo soit libéré, que Gbagbo Laurent soit libéré. Maintenant, à la CPI, sur la base de ce que nous entendons, nous savons qu'il y a des gens parmi eux là-bas qui ne sont pas noirs, mais qui estiment qu'il ne peut pas continuer ce procès tel qu'il est, et puis donner l'image d'une CPI qui est en train de faire une justice sélective, alignée sur la justice sélective de M. Alassane Draman Ouattara, pendant que lui-même, sur le terrain là, il est devenu le maître d'une série d'injustices et d'un certain nombre de choses. Voilà un peu le décor. Donc, Gbagbo peut être libéré. Vous baignez dans un optimisme béat que certainement au procès de octobre, le président Laurent Gbagbo pourrait être acquitté de tout ce qu'on lui reproche. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je ne suis pas dans les affaires d'optimisme béat. J'ai expliqué qu'il peut être libéré en octobre, comme il peut ne pas être libéré, comme il peut être libéré dans 1 an, comme il peut être libéré dans 5 ans. Quelle est la crédibilité aujourd'hui de la CPI
Et sachant pertinemment que le président Donald Trump, la dernière fois, menaçait la CPI de se retirer de cette structure, de cette institution, qui relate, qui est une institution des Nations Unies. Non, encore, comme dans le cadre du combat que nous avons mené, je me suis retrouvé en Hollande en 2014, je me suis retrouvé en Namibie en 2016, je me suis retrouvé au Ghana en 2016, où il y avait des conférences internationales sur la CPI. Et partout où je suis passé, on avait le sentiment que ceux qui organisaient ces conférences voulaient apporter un soutien à la CPI, que c'est une institution qui est importante pour la justice. On leur a dit que au départ, l'idée de mettre sur pied la CPI pouvait être une bonne idée. Mais dans la pratique, la CPI est en train de perdre sa crédibilité. Et que s'il y avait un procès, ou bien une crise, ou bien une situation par laquelle on pouvait juger de la crédibilité ou de la non-crédibilité de la CPI là, c'était la crise ivoirienne. Donc, les gens ne voulaient pas. Maintenant, on a mené ce débat-là. Donc, aujourd'hui, comme je le dis, si la CPI prend Gbagbo et la CPI prend Blé Goudé, c'est vrai que Blé Goudé, on peut l'accuser de d'un certain nombre de choses, on peut accuser Gbagbo de crimes, mais la guerre en Côte d'Ivoire, là, quand elle a commencé là, c'est Soros qui a fait Alassane Ouattara en 2002. Et je continue. Donc, pendant 8 ans, ils ont occupé le Nord. Et quand ils ont gardé leurs armes, et qu'à un moment donné, il y avait une situation qui n'arrivait pas à se régler en Côte d'Ivoire, et qu'il y a eu une controverse autour de l'élection, quand Gbagbo Laurent était cherché à gagner du terrain, qui demandait à ce qu'on fasse le recomptage, ceux qui ont lancé l'offensive là, mais c'est encore Alassane Ouattara et Soros avec le soutien de l'ONU et de la France. C'est-à-dire que j'arrive, du point de vue historique, voilà les faits. Je ne suis pas en train de dire. Mais docteur, c'est un débat il y a 10 ans de cela. J'arrive, je dis, je ne suis pas en train de... Alassane Ouattara, aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire, je vais terminer. Travailler pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des gens, des partisans de Ouattara qui ont vécu des crimes ou bien qui ont subi des crimes. Je ne suis pas en train de dire. Et je sais qu'il y en a qui ont connu des crimes. Mais la CPI a dit que le camp d'Alassane Ouattara va aussi connaître. Non, c'est un faux débat. On a eu ça avec eux, c'est un faux débat. Depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. À quel moment ils vont aller à quel moment ils vont poursuivre les Zakaria sur le Guillaume? Le temps de pouvoir mettre en place toutes les données nécessaires et les personnes impliquées dans ce procès. Mais ils ont attrapé Gbagbo avant même de faire le procès. Et maintenant ils ont du mal à réunir les éléments après avoir enterré plus d'une centaine de personnes. Donc c'est ça qui fait que la CPI n'a plus de crédibilité. Maintenant, eux-mêmes là, pour leur propre nom là, ils peuvent faire un non-lieu. Ils l'ont fait dans le cas de Bemba. Comme on a accusé Bemba de tous les noms, il y a eu un procès de 10 ans. Un matin, on vient, on dit non, bon, il y a pour une question de technicalité, donc tu es libéré. Et au moment où on le fait, Bemba sort de prison, au moment où on se rend compte que les mêmes Occidentaux sont opposés à Kabila, qui refusent de quitter le pouvoir. Comme moyen de pression, on libère Bemba. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc la CPI n'a pas de crédibilité. On a mené ce débat partout depuis 7 ans. Si la CPI avait suffisamment de crédibilité, ils allaient faire un effort. S'il ne peut pas prendre Soros, parce que Soros Guillaume est président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas partir derrière Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais les connaît Zakaria, ou je ne connais même pas tous ces noms de tous ces gens qui ont fait la rébellion, ou encore Amadou ou Rémi, tous ces gens-là, ils ne l'ont pas fait. Donc, pour dire, c'est-à-dire que quand on parle de la CPI, il faut qu'on se rende compte qu'ils ont ils ont fait preuve de mauvaise foi, et nous, là, on leur a dit hier, amener Gbagbo à la CPI, là, n'allait pas régler le problème en Côte d'Ivoire. Amener Blé Goudé à la CPI, ça allait créer encore plus de dissensions dans notre pays. Quand on le dit là, c'est pas à cause de Gbagbo. Parce que de quoi il s'agit? J'ai oublié le mot, mais j'ai un autre mot que je peux utiliser. Gbagbo est un sujet transindividuel. C'est-à-dire que Gbagbo n'est pas juste un individu comme quelqu'un qui est dans un village, qui va au champ et qui revient. Gbagbo représente un groupe ethnique. Ou bien il représente plusieurs groupes ethniques. Gbagbo représente un parti politique. Il représente une frange de la population. Eux-mêmes disent qu'il a eu 46% des voix. Donc vous prenez celui qui a été défait militairement, même si on a du mal à prouver qu'il a été défait de façon électorale. Vous le prenez, vous l'humiliez, vous le mettez à la CPI pendant près de 7 ans. Et vous croyez que les personnes de Gbagbo vont soutenir Ouattara? Jamais. Donc la Côte d'Ivoire est plus que jamais divisée. Donc la logique là, ou bien comme on dit en anglais, the rationale de la CPI là, mais ça ne fonctionne pas. On leur a dit cela. Ils étaient tellement convaincus de la justesse de leur justice sélective qu'aujourd'hui là,
Mais c'est comme si ils ont... Ça leur brûle entre les mains. C'est ça la réalité. Alors c'est pour ça que certainement le président Gbagbo va sortir. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand je parlais de facteurs historiques favorables, ça c'est une possibilité. Je ne dis pas qu'en octobre... Quel est le poids aujourd'hui du président Alassane Ouattara quant à la libération du Non, je pense que M. Ouattara ne peut plus rien faire. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, quand il a emmené Gbagbo là-bas, on savait. Qu'à un moment donné, il a voulu emmener Simone Gbagbo là-bas. Sur la base d'un certain nombre d'éléments, Mme Gbagbo ne voulait pas aller à la CPI parce qu'à partir du moment où c'est dans les mains d'une juridiction autonome, pas autonome, et une juridiction qui est totalement séparée des institutions de la Côte d'Ivoire, donc Ouattara n'a plus de contrôle sur eux. Voilà, c'est là, et c'est là que c'était, je veux dire que c'était une grosse erreur de sa part. Simone Gbagbo est quoi? Elle était où? À Korogo, à Odiri pendant 7 ans. Si Gbagbo avait été à Korogo, même si à un moment de lui-même avait voulu aller, parce que de la façon dont on le traitait à Korogo, il a estimé qu'à la CPI, il avait un meilleur traitement. Mais je veux dire que si Gbagbo était là, il sort des prisons, ça va faire quoi? Madame Gbagbo n'est pas en train de faire des foules, elle fait des petits meetings, parce qu'elle comprend que la réalité telle qu'elle est là, il y a des actes qu'elle ne peut pas poser. Docteur, nous allons parler un peu du 60e anniversaire de la conférence de 1958. Un mot là-dessus. C'est une conférence qui se cadre dans quelle est la circonstance de cette conférence? Quel est le domaine d'action de cette conférence de 1958? Et puis bien sûr, nous avons fini aussi par le panafricanisme d'aujourd'hui. Panafricanisme d'hier, panafricanisme d'aujourd'hui, mais d'abord, parlez-nous un peu de cette conférence du 60e anniversaire de cette conférence de 1958. Oui, on a eu le privilège l'année dernière de se retrouver au Ghana. C'était au deuxième, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais, the Second Common Nkrumah Pan-African Intellectual and Cultural Festival. Donc, c'est le deuxième festival culturel et intellectuel pan-africain Kwame Nkrumah. Et donc, on avait été là-bas, et puis, il y a eu plus de 400 personnes qui étaient à ce festival. Il y a eu des manifestations artistiques, il y a eu des performances culturelles, et il y a eu plusieurs panels. Et il y avait un certain nombre d'Ivoiriens qui étaient là-bas. Et nous avons échangé avec les uns et les autres qui se revendiquent du panafricanisme. Donc, après cette conférence, qui est censée avoir lieu tous les 2 ans, et bien, qui avait eu lieu la première fois en 2011. Donc, ils ont sauté la période de 2013, ils ont sauté la période de 2015, donc ils ont organisé ce festival en 2017. Et donc, nous avons souhaité qu'il y ait une rencontre l'année qui allait suivre, c'est-à-dire en 2018, parce que c'était une année particulièrement importante dans l'histoire de la décolonisation et dans l'histoire du panafricanisme. Et donc, ce sera le 60e anniversaire de la conférence de 1958 que Kwame Nkrumah a organisée. Et puis, il y avait plus de 300 participants. Et donc, c'est une conférence, souvent, même nous qui parlons du panafricanisme, parfois quand on parle, on saute cette conférence-là. Et donc, moi-même, j'ai dû me rattraper un peu dans ces dernières années pour lire davantage et pour vraiment comprendre l'importance de cette conférence-là. Et donc, c'est ce que nous allons marquer à Accra en début décembre. Et donc, voilà, nous sommes contents de cela. Et donc, je profite de l'occasion pour parler de cette conférence de 58. C'est-à-dire qu'avant Kwame Nkrumah, il y a eu Henry Sylvester Williams qui avait organisé la première conférence en 1900. Après, il y a eu W.B. Du Bois qui est venu avec sa série de conventions en 1900. C'est de là, en fait, même qu'est parti le panafricanisme. Oh, oui, c'est eux les gens dans les. C'est eux, voilà. Donc, c'est eux. Donc, Du Bois, 1919, 1921, 1923, 1927 et 1947. Et là, Marcus Garvey, dans les années 20, lui avait organisé aussi ces grands festivals. Et donc, lui aussi, il avait sa série de manifestations panafricanistes qu'on appelait les conventions. Donc, quand Nkrumah donc devient leader du Ghana, et dirige un gouvernement de transition 50e, et donc un peu plus tard, quand le Ghana devient indépendant en 1957, quand il a dit que l'indépendance du Ghana est insignifiante si elle n'est pas liée à la libération totale du continent africain. Donc, le Ghana allait devenir la Mecque de la décolonisation, la Mecque du mouvement panafricain, vraiment, et donc tous les leaders panafricains nationalistes qui s'organisaient, vraiment regardaient le Ghana comme un élément, comme une terre d'espérance.
C'est ainsi que cette conférence a été organisée en 1958. Tom Mboya du Kenya a été à cette conférence. Patrice Lumumba du Congo a été à cette conférence. Robert Mugabe a été à cette conférence. Banda du Nyassa Land, qui est devenu Malawi, était à cette conférence. Et puis, c'est-à-dire que cette conférence était tellement importante que après, 2 ans après, on a vu que plus de 17 pays africains allaient devenir indépendants en 1960. Donc, on a voulu, dans le cadre de notre stratégie, dans le cadre du combat que nous menons, on a pensé qu'il fallait marquer le coup et marquer le moment. Et donc, on avait déjà fait 3 conférences éclatées ici. Et donc, on va se retrouver avec nos amis au Ghana et on espère que bon, ça sera un moment important. Alors, tout à l'heure, la régie me fait dire qu'il ne nous reste plus assez de temps. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dubois, vous avez parlé de Marcus Garvey, vous avez parlé de Kwame Nkrumah, vous avez parlé d'Haïlé Selassie. Un peu plus proche de nous, on va parler de Thomas Sankara, on va parler de Laurent Gbagbo et tout ça. Quel est aujourd'hui le poids du panafricanisme dans ce contexte politique, dans cet imbroglio environnemental aujourd'hui en Afrique et surtout vous qui constituez la nouvelle génération du panafricanisme, dans quel contexte vous vous placez, quelle est votre place aujourd'hui et comment défendez-vous corps et âme ce panafricanisme pour que l'esprit de Kwame Nkrumah, l'esprit de Dubois, l'esprit de Haïlé Selassie soit pérennisé. La dernière question. Oui, pas c'est la dernière, je vais essayer de répondre. Voilà. Donc, nous, on a. Je pose plusieurs questions. Nous, en 2007, on a lancé le forum pour le renouveau pour le réveil du panafricanisme à DC. Donc, Lazare, toi et bien d'autres amis, vous aviez été nos partenaires. Et puis, nous avons compris que le chemin là, pour l'Afrique, là, c'est-à-dire, c'est de promouvoir une conscience collective basée sur le panafricanisme. Et donc, ça fait partie, c'est une des choses que moi, j'ai reproché à Gbagbo. Voilà, je l'ai dit à des gens dans d'autres espaces. C'est-à-dire que tu parles du panafricanisme, ou bien que tu ne parles pas du panafricanisme, à partir du moment où tu es nationaliste, là, ils vont venir derrière toi. À partir du moment où tu parles de souveraineté, là, les gens vont considérer cela comme une déclaration de guerre. Donc, dans la stratégie, il faut donc mobiliser au-delà de son espace pour que les gens qui pensent comme toi puissent s'organiser, de telle sorte que demain, quand quelque chose t'arrive, ces gens-là puissent être là pour te soutenir. Et donc, mais la force du combat nationaliste de Gbagbo a quand même eu un impact sur la mobilisation panafricaniste d'un certain nombre de personnes à travers le monde entier. Maintenant, dans ce que nous voyons, on estime que, comme le panafricanisme est le seul chemin de survie pour nous, nos amis qui sont au pays, dans un acte de rédemption individuelle ou personnelle ou collective, c'est-à-dire que chacun de nous doit chercher à aller revisiter le panafricanisme. Parce que, qu'on le veuille ou non, même si Houphouët-Boigny avait pris une autre démarche contraire à celle de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré, ben, si vous avez l'occasion de revisiter l'histoire de la décolonisation, le débat panafricain est au cœur de la question de l'indépendance de l'Afrique. C'est-à-dire depuis le début jusqu'à ce que, à un moment donné, les leaders africains soient liquidés et que le mouvement entre dans une période d'hibernation pour revenir un peu plus tard avec Thomas Sankara, puis Nelson Mandela, et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que, je ne pourrais peut-être pas les citer tous, mais aujourd'hui, il y a une certaine révolte d'une partie de la population africaine qui estime qu'il faut qu'on arrive à dénoncer et à s'opposer au néocolonialisme. Donc voilà un peu ce que nous voyons et c'est ce que nous faisons et c'est pour cela que nous faisons ces activités et c'est pour cela que nous nous connectons aux uns et aux autres, ceux qui s'organisent en Afrique du Sud avec Malema, avec les gens de l'ANC, c'est pour cela que nous nous organisons, nous sommes en contact avec ceux qui font la promotion des valeurs de Thomas Sankara au Burkina Faso et ailleurs. C'est pour cela que nous sommes en contact avec ceux qui revendiquent les valeurs de Patrice Lumumba au Congo et ailleurs. Et c'est pour cela que nous sommes en contact avec ceux qui revendiquent les valeurs de Kwame Nkrumah au Ghana et ailleurs, avec de Dubois, de George Padmore et de tout cela, pour que nous comprenions que seules les valeurs du panafricanisme peuvent assurer notre survie et notre autodétermination et notre capacité à survivre dans ce monde dans lequel les Occidentaux les plus forts dominent et écrasent les plus faibles. Alors docteur, la toute dernière question, la régie me fait dire qu'il nous reste 2 minutes. Vous avez un événement qui arrive le 13 octobre.
pour la célébration de la mort de Thomas Sankara. Brièvement, l'ancien appel. Non, pas c'est encore loin. Avant ça, on aura d'autres activités dont je ne vais pas parler maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est les conférences que nous faisons chaque année pour Sankara. Et cette année, c'est cette année, le 13 octobre. Voilà. On va l'annoncer. Voilà, oui, non, bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a d'autres éléments qui sont plus proches, mais dont on ne parlera pas maintenant. Okay. Voilà, parce que, bon, pour une question de stratégie. Mais sinon, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Et pour conclure, la Côte d'Ivoire est une nation multiculturelle. Ça à nous qu'incombe la responsabilité de bâtir une terre d'espérance qui puisse être un modèle pour toute l'Afrique. Et cela veut dire que tout ce qui a conduit notre pays dans cette situation de confusion, de chaos, le tribalisme, l'ivoirité, la charte du Nord, et puis le rattrapage ethnique, la militarisation des régimes, la non-inclusion de diverses parties de la population dans le jeu politique, nous devons pouvoir mettre cela de côté et réfléchir à un cadre de réconciliation véritable pour que la Côte d'Ivoire, qui est censée être qui est le microcosme des États-Unis d'Afrique, puisse être la terre qui honore et mettre en application cette nouvelle dispensation du panafricanisme fondée sur le collectivisme africain que les gens appellent Ubuntu. Merci bien, docteur. C'est Jamais d'Ivoire TV. Comme vous le constatez, c'était un débat faux-fuyant, comme il a toujours été, avec le docteur Nyaka. Voilà, je pense que tout à l'heure en introduction, j'ai dit au docteur Nyaka qu'il y a un membre de la direction d'Ivoire TV qui voudrait bien sûr sa tenue. On va peut-être on va se retirer pour qu'on puisse lui donner un tricot. Et puis cette tenue, bien sûr, va rester ici à New York. Sachez que le docteur Nyaka est venu directement de Washington DC. Ça fait 4 heures de route, mais il ne partira pas avec cette tenue qu'il a, parce que c'est une tenue qu'il estime bien, une tenue que portait son père spirituel, qui est Kwame Nkrumah, qui va rester dans les archives d'Ivoire TV. Bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marie Kwasi qui recevait aujourd'hui dans nos studios le docteur Nyaka. Docteur, comme il est de coutume, merci encore une fois de plus. Merci beaucoup. Et puis pourquoi pas, vous l'avez dit tout à l'heure, on aura d'autres occasions pour se rencontrer avant la conférence du 13 octobre qui parlera de Thomas Sankara. Merci, bonsoir, dormez bien, c'était Jean-Marie Kwasi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.